Bonne formation à tous. Allez, c'est parti. Donc, formation à la rénovation énergétique. Nous, c'est Achat Réno, donc vous avez les trois fondateurs là, moi-même, Victor, Sabrina et Alban. On a fait des formations à la réno plutôt pour les transactionnaires, mais aussi un petit peu pour les gestionnaires, un peu partout en France. Et l'idée, c'est voilà, d'augmenter le niveau des agents immobiliers, d'augmenter leur niveau de connaissance sur notamment deux sujets. Une partie vraiment technique, on va dire DPE, rénovation énergétique, et on a des outils pour ça, et vous introduire, vous augmenter vos connaissances sur le financement de la rénovation énergétique. Et donc, ce sera la deuxième partie avec Sabrina notamment, où on va parler donc, de prêts à taux zéro, de PTZ, éco-PTZ, des fameuses subventions MaPrimeRénov' et des petites subventions. Voilà, donc il y a vraiment deux parties distinctes. La formation est top. Normalement, on l'a fait en une journée. Donc là, on l'a fait en 2 heures. Donc, on a dû tailler à la hache dans ce qu'on racontait. Mais c'est parti. En 2 secondes, Achat Réno, on est donc créé, on est courtier en prêt immobilier, comme un courtier classique, expert en rénovation énergétique, c'est-à-dire que allez, 70%, 80% des projets qu'on accompagne sont des projets avec beaucoup de travaux, soit une passoire thermique qui est à la vente et les acquéreurs veulent faire des travaux, soit voilà, c'est une maison à 150 000 et il y a 90 000 euros de travaux. Donc la part de travaux est hyper importante. C'est notre expertise, donc on a tous les financements qui vont, on sait imbriquer et mettre et construire un plan de financement qui est optimisé. On a des partenaires travaux, on a des partenaires Mon Accompagnateur Rénov', un peu partout. Et c'est ça qui fait que l'expérience client d'achat de cette passoire énergétique est quelque chose de... Bon, déjà, on achète, c'est stressant. On achète une passoire énergétique, c'est encore plus stressant. Il y a des travaux, combien ça coûte, qui sont les artisans, MaPrimeRénov', ça continue pas. Voilà. Il faut un expert pour accompagner ces acquéreurs. Donc, notre job, c'est vous montez en compétence jusqu'à un certain niveau, mais vous n'êtes pas expert du sujet et c'est tout à fait normal. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé, suite à nos formations d'ailleurs, ce positionnement de courtier en prêt immobilier, qu'on pense être l'interlocuteur unique pour accompagner l'acquéreur dans son achat. Ça, c'est nos stats, on en parlera plutôt en deuxième partie. Mais en gros, les clients qu'on accompagne, en moyenne, ils ont 86 000 euros d'emprunt à taux zéro, amortissable sur, ça dépend, jusqu'à 20 ans. Et en plus des prêts à taux zéro donc, qui financent, on va dire, l'acquisition et les travaux, on a des subventions à la réno qui tombent derrière, réno énergétique. Et en moyenne, sur nos projets, on est à 28 000 euros. On va en parler plutôt en deuxième partie. Voilà les fondateurs. Peut-être, donc moi, expert travaux et expert travaux. Alban, c'est le visage de Achat Réno sur les réseaux, LinkedIn, Instagram et compagnie. Peut-être Sabrina, je te laisse te présenter en 2 mots. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sabrina, je suis la responsable courtage de l'équipe. Je suis courtier depuis 2018. J'accompagne depuis 2018 énormément de projets achat, rénovation. Et je suis, pour ma part, basée dans le 44, dans une petite commune entre Nantes et Rennes-Nozay. Voilà, et on a de la chance d'avoir beaucoup de personnes de Nozay, quelques personnes de Nozay avec nous aujourd'hui. Je repartage. Et on a récemment été rejoint par Morgane aussi qui vient booster l'équipe pour nous aider à accompagner plus de projets. Exactement. Hop, allez, plan d'information en 2 secondes. Donc, dans la première partie, la technique, en gros, on vise 1h30 de contenu pour laisser une demi-heure de marge, déjà, 1, si on dépasse, et 2, s'il y a beaucoup de questions. Donc, première partie sur la technique, comme on l'a dit, DPE, et la deuxième partie sur le financement. Les prêts bancaires dans le cadre d'une acquisition, ça bouge un peu, enfin, ça bouge beaucoup même, et on va parler de MaPrimeRénov'. Donc, qu'est-ce qui se passe, MaPrimeRénov'? C'était l'Eldorado et maintenant, un peu moins. On fera le point. Petit quiz introductif. Répondez dans le chat. Et d'ailleurs, je vais mettre le chat. Alors, dans les logements en France, dans les ventes françaises, dans l'ancien en 2024, quelle est la part des logements classés DPE EFG?
Quelle est cette part? Vous pouvez répondre dans le chat. Je vais regarder les réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En plus, on ne vous connaît pas. Alors, 40, 40. Waouh, waouh, waouh. 60. 40, 40. Il y a pas mal de 40. 30, 35. Ok. Effectivement, on est vers 35%. Et je vais arrêter de partager. Voilà. Hop. Ça, c'est la carte de France. En gros, il y a 800 000 transactions dans l'ancien. Et il y a 40% qui sont des DPE EFG. Ce n'est pas uniquement réparti dans toute la France, comme vous pouvez le voir. Il y a des lieux où il y a plus, où la part de vente en DPE EFG est plus grande. Alors, les anomalies, c'est Paris, parce que toutes les petites surfaces. Et ensuite, c'est plutôt, je dirais, des territoires anciens, enfin, un peu plus détendus. Mais voilà, en fait, il y a deux réalités dans ces passoires énergétiques. Il y a les logements en appartement centre-ville qui n'ont pas eu de réno énergétique de l'extérieur parce que c'est des copros, parce que c'est compliqué et tout ça. Et il y a, on va dire, la maison individuelle, maison ancienne ou années 70, donc plutôt pavillonnaire. Voilà. C'est un peu les deux réalités des passoires énergétiques. Et ce n'est pas du tout les mêmes solutions de financement, ce n'est pas du tout les mêmes actions de réno énergétique non plus. À quel montant, deuxième question. Ouais, deuxième question. À quel montant maximum d'aide un ménage au revenu supérieur a-t-il le droit pour une grosse rénovation énergétique? Alors, à quel montant d'aide maximum un ménage au revenu supérieur a-t-il le droit pour une réno énergétique? Alban, est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a dans le chat? 15 000, 10 000, 8 000, 10 000, 20 000, 40 000, 10 000, 0. On Revenu a supérieur, ouais, c'est les plus hauts revenus. 5 000, 1 million. On a 1 million qui dit plus. 50 000, voilà, on a à peu près le même montant. 45 000, Allez. 10 000. Alors, la triste réalité, c'est que, en gros, pour ces rénovations énergétiques d'ampleur, c'est plus que 4 000 € et probablement que ce sera maintenu sur l'année prochaine à un niveau super faible d'aide, ce qui rend plutôt plus du tout pertinent d'aller activer les aides quand on est un ménage au revenu supérieur. J'ai mis par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était jusqu'à 21 000 € de subvention pour de la rénovation énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle d'ampleur? C'est on fait plusieurs gestes d'isolation, on change le système de chauffage, on va faire un saut de classe de plusieurs lettres de DPE. On avait jusqu'à 21 000, maintenant c'est redescendu à 4 000. Donc, concrètement, aujourd'hui, quand on a un ménage au revenu supérieur, et on va voir du coup dans la deuxième partie, qu'est-ce que c'est plus très pertinent d'aller chercher les aides. Allez. Donc, maintenant, autre question. Nous sommes un couple. On va justement revenir sur ces classes de ménage. Nous sommes un couple avec 2 enfants et nous gagnons chacun 3 500 € net par mois, ce qui est pas mal, ce qui est représentatif de même supérieur au revenu moyen. À votre avis, on est dans quelle catégorie de revenus? Très modeste, modeste, intermédiaire ou supérieur? Donc, un couple avec 2 enfants et les 2 parents gagnent chacun 3 500 € net par mois. J'ai quasiment que des. Ah, j'ai un modeste, sinon c'est que du supérieur et du intermédiaire, comme devinage. Ok. Donc le calcul, c'est 3 500 fois 2, parce qu'ils sont 2, fois 12. Et pour calculer, on prend le revenu fiscal de référence. Pour simplifier, j'ai pris les 10% d'abattement et ça nous fait un revenu fiscal de référence à 75 000 € pour 4 personnes. Et donc, on est en revenu intermédiaire. Donc, même des gens qui gagnent quand même plutôt bien leur vie restent en revenu intermédiaire et pas en revenu supérieur. Donc, justement, ces ménages au revenu intermédiaire, même question pour les ménages supérieurs, c'est un pourcentage d'aide. Bon, quel est le montant d'aide maximum à laquelle ils ont droit, ces ménages au revenu intermédiaire? Donc c'est montant ou pourcentage? Montant. Montant, on attend le montant. Ah oui, désolé, c'est 10 000, 10 000, 8 000, 20 000, 15 000, 20 500, 15 000, 10 000, 8 000. Vous connaissez cette théorie que quand on pose une question et qu'on demande à une foule de répondre,
Et ben, en fait, si on prend la moyenne des réponses, on va tomber en moyenne sur la bonne réponse. Et je pense que c'est à peu près ça, plus il y a un peu d'expertise, donc c'est bien. C'est effectivement, c'est 18 000 € à date de subvention à la réno énergétique. Pareil, j'ai mis le différentiel avec l'année dernière, 42 000. Donc c'est une énorme baisse, et ça, c'est le contexte budgétaire, dit de fraude du milieu qui a fait ça. Mais en gros, on est à 18 000 €. La manière de le lire, c'est je suis un ménage au revenu intermédiaire. Je le dis rapidement et on le revoit cet après-midi. Je suis un ménage au revenu intermédiaire. J'ai 45% du montant de mes travaux de rénovation énergétique qui sont financés. Si je fais un saut de 3 classes de DPE, j'ai un plafond maximum de 40 000. Donc en gros, au maximum, j'ai 45% de 40 000. Voilà. Donc c'est une belle baisse, mais ça reste intéressant. Voilà, fini pour le quiz et on rentre dans le dur du sujet. La rénovation énergétique, c'est au cœur de 2 enjeux, on va dire. Un enjeu qui est à droite, un enjeu de transition. Le résidentiel, c'est 30% de l'énergie consommée. C'est à peu près autant de pourcentage de CO2 dans les émissions françaises. Et donc, un plan de transition de la France au niveau de la transition énergétique, c'est améliorer le parc de bâti existant. Et donc, c'est la rénovation énergétique. C'est un petit peu la construction du neuf, mais la réno énergétique. Et de l'autre côté, on a un enjeu de précarité énergétique avec des ménages qui gagnent beaucoup d'argent, enfin, qui dépensent beaucoup d'argent dans le chauffage. Il y a des gens qui ne se chauffent plus. 3 000 € de chauffage par an. Le jour où on n'aura plus de bouclier tarifaire et que la Russie attaquera, je ne sais pas, la Pologne, et ben, ça va faire x2 et ça va être l'enfer. Donc, c'est important pour notre indépendance énergétique, pour le bien-être, pour le confort à la maison, pour la santé, de rénover ce parc de bâti. Donc, c'est un enjeu central en France. L'agent immobilier, en fait, nous, notre message, c'est que, mine de rien, il a un rôle à jouer parce que vous êtes le premier interlocuteur des acquéreurs. Et donc, quand vous vendez un DPE, enfin une maison EFG, déjà, il faut savoir en parler de cette réno énergétique parce que c'est devenu un critère d'attention hyper élevé des acquéreurs. Parfois même à déraison, hein, c'est-à-dire ah, c'est un FG, je ne veux pas de FG, monsieur, madame. Bah, merci, mais 30% de mon parc est FG. Donc, parfois à des raisons, mais vous êtes le premier interlocuteur, donc il faut savoir en parler et il faut savoir au moins avoir les bases et les rediriger vers des experts parce que c'est quand même un domaine d'expertise. Nous, notre logique, et c'est ce qu'on fait avec nos acquéreurs, c'est qu'un bien EFG qui est vendu, acheté, entre guillemets, c'est un bien qui doit être rénové. Et nous, on fait tout pour ça. Et ça tombe bien, il y a des subventions qui permettent ça. Allez, on rentre dans la technique, fini l'introduction. Il est 19h17, c'est OK. Les fondamentaux de la thermique. Donc là, on va vraiment rentrer dans la compréhension du DPE. Notre but, c'est que vous ayez des clés de compréhension du DPE, que vous compreniez mieux ce qui se passe. Vous ne serez pas diagnostiqueur, évidemment. Accrochez-vous, ça va devenir un petit peu technique. Non, c'est bon. Donc, OK. Ce qu'il faut comprendre, ça c'est juste un petit zoom vraiment simple. Hein. Pour certaines, ce sera très simple. Pour d'autres, pas tellement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la thermique d'un logement, ce que vient mesurer le DPE, c'est un équilibre entre des apports énergétiques et des déperditions énergétiques. Donc, on pense à une piscine trouée, voilà. Notre piscine trouée, notre bac à poissons troué, je ne sais pas. Il a des petits trous, il a des petites fuites. Et notre niveau d'eau, si on ne fait rien, il descend doucement. Le niveau d'eau, c'est le niveau d'énergie qu'il y a dans le logement. Si on ne fait rien, on part d'une température intérieure à 19 degrés, et si on ne fait rien, déperdition, c'est évident. Des déperditions, il y en a plusieurs. Il y a les façades, la ventilation, les menuiseries, les ponts thermiques, voilà. Mais il y a plusieurs types de déperdition. Pour équilibrer cette déperdition, on est obligé de rajouter de l'apport énergétique. Et l'apport énergétique dans un logement, c'est quasiment tout le temps, en énorme majorité, c'est le chauffage, tout simplement. Chauffage et, on va dire, ballon d'eau chaude. Et donc, ce que vient mesurer le DPE, c'est quelle est la taille des trous, quelle est la taille des fuites
Et le DPE calcule, OK, pour maintenir mon niveau d'eau à telle température, à 19 degrés, j'ai besoin constamment d'allumer mon chauffage et donc j'ai une consommation énergétique de temps. C'est ça que mesure le DPE, c'est un équilibre entre la déperdition et les apports. Donc, les déperditions, en 2 secondes, on en a parlé. Je pense dans mon énumération, j'avais oublié le plancher bas. Les murs, c'est évident. L'aération, on n'y pense pas tout le temps, mais par exemple dans des appartements en copro, là, les entrées de grille, les entrées d'air hautes et basses, voilà, ça c'est de l'aération. C'est pas de la ventilation contrôlée, ça veut dire que en gros, il y a beaucoup d'air chaud issu du logement qui part dans l'air froid extérieur. Donc l'aération est un poste de déperdition. La toiture, alors qu'est-ce qui compte dans une déperdition? Qu'est-ce qui fait les grosses déperditions? En fait, c'est avant tout la surface déperditive. Donc, qu'est-ce que c'est surface déperditive? C'est quel est le nombre de mètres carrés de mes surfaces qui donnent sur l'extérieur. Ça, c'est la variable numéro 1. Et la variable numéro 2, c'est est-ce que mes surfaces déperditives sont un peu isolées ou pas du tout? C'est les 2 variables qui comptent. Donc, ce qui fait que dans une maison pas du tout isolée, par exemple une maison mitoyenne, pas du tout isolée, les plus grosses déperditions vont être où? Et ben en fait, sur la toiture, parce que les plus grandes surfaces déperditives ne seront pas sur les côtés, la maison est mitoyenne, elle sera au-dessus, sur la toiture. Ça, c'est les déperditions. Les apports énergétiques, dans le DPE, il y en a 5, mais en gros, il y en a 2 qui sont importants. Il y a les apports solaires, les apports internes, on s'en fiche, et les apports de chauffage. C'est les 2 trucs qui vont être importants. Donc, j'en viens à ce graphique que j'adore, et qui est pour moi limpide. On a dit un DPE, qu'est-ce qu'il mesure en premier? Il mesure les déperditions. Donc, ce que vient faire le diagnostiqueur quand il rentre dans l'appartement et qui prend ces mesures, c'est en fait mesurer. Alors, c'est pas lui qui mesure, lui il va rentrer des données et c'est le logiciel qui va calculer les déperditions, mais en gros, le logiciel va d'abord calculer les déperditions. Dans cette maison, il y a tant de déperditions sur les menuiseries extérieures, il y a tant de déperditions sur les murs. Ah, la toiture est isolée, bon, bah, il y a un peu moins de déperditions. Le plancher bas, il n'y a pas beaucoup de déperditions, patati, patata, patata. Donc, on vient mettre bout à bout toutes les déperditions qu'on a. Et le calcul, ce que fait aussi le DPE, c'est en fonction de votre orientation et des masques solaires, c'est-à-dire est-ce que vous avez des immeubles devant votre maison, il va déterminer les apports, ce qu'on appelle les apports gratuits, donc notamment les apports solaires. Ce que fait ensuite le DPE, c'est qu'il dit, voilà, j'ai tant de déperditions énergétiques, j'ai tant d'apports solaires gratuits, je veux maintenir mon niveau d'énergie à l'intérieur de ma pièce et de mon logement à 19 degrés. Pour ça, si je n'ai pas de chauffage, comme la piscine, ça va fuiter et mon niveau d'énergie va baisser. Donc, pour maintenir mon niveau de chauffage, eh ben, j'ai besoin de tout ça de chauffage. Donc, c'est vraiment ça l'ordre du DPE, c'est on mesure les déperditions et la taille des déperditions et des postes. Étape 2, les apports gratuits. Et ensuite, il fait juste un basique calcul de soustraction, on va dire, pour maintenir mon logement à 19 degrés, j'ai besoin de temps de chauffage. Et ce temps de chauffage, c'est quel est le chauffage que je dois avoir au bout de mon radiateur. On appelle ça de l'énergie finale. Il y aura un petit... Donc, rappelez-vous de ce mot, je pense que vous l'avez déjà entendu, mais ça, c'est vraiment de l'énergie finale de combien j'ai besoin dans mon logement pour maintenir mon niveau de température. Ordre de grandeur, j'en ai rapidement parlé juste avant. L'idée, en fait, ça dépend beaucoup du logement. Est-ce qu'il est isolé ou pas, ou un petit peu certaines choses. Mais on va dire en ordre de grandeur, quand le logement n'est pas isolé, alors là, on voit que c'est une maison qui n'est pas mitoyenne. Donc, il y a en fait, des surfaces déperditives qui donnent directement sur l'extérieur. Là, il y en a plein. Il y a les 4 murs, toutes les fenêtres donnent sur l'extérieur, et la toiture donne sur l'extérieur. Donc, on va dire qu'en moyenne, la toiture, c'est souvent le premier poste de déperdition. Viennent ensuite les murs, s'il y a beaucoup de murs qui donnent sur l'extérieur. Ensuite, il y a
la ventilation, on va dire, et les fenêtres n'arrivent que après. Alors, question, enfin, c'est une question et malheureusement, vous ne pouvez pas y répondre, mais c'est pourquoi les fenêtres ne représentent que 10% des déperditions? Et la réponse est, eh ben, parce qu'en fait, sur la totalité de notre surface murale qui donne sur l'extérieur, en fait, les fenêtres, ça ne représente pas tant que ça dans une maison. Ça ne représente pas tant que ça. Donc, la fenêtre est moins isolante que le mur, mais comme il y a moins de surface de fenêtre par rapport au mur, bah, il y a moins de déperdition par les fenêtres, tout simplement. La réflexion est un peu différente dans un appartement, par exemple. Dans un appartement, on a des voisins, donc on n'a pas de déperdition, on n'a pas de mur, enfin, on a moins de murs directs qui donnent sur l'extérieur, et en plus, on a des fenêtres sur les murs qui donnent sur l'extérieur. On n'a pas de fenêtres chez les voisins, par contre, on a des fenêtres sur les murs qui donnent par l'extérieur. Donc, dans un appartement, quand on regarde toutes les surfaces déperditives, déjà, on n'a souvent pas la toiture ni le plancher bas, on a moins de murs, on a souvent que 2 murs qui donnent sur l'extérieur, et sur ces 2 murs, il y a beaucoup de fenêtres. Donc, dans un appartement, on peut avoir les fenêtres qui représentent, dans le schéma de déperdition, une part plus importante par rapport aux murs. Donc, réflexion différente en fonction de maison ou appartement. Ce schéma, je pense que vous le reconnaissez si vous avez un petit peu lu le DPE, et on y reviendra juste après. C'est juste le schéma de déperdition de votre logement. Et moi, j'adore ce schéma. Je pense qu'il est à lui-même, quand on regarde un DPE, il permet à n'importe qui de comprendre où sont les déperditions et comment agir dessus. On y reviendra juste après. L'appartement, on l'a dit, c'est OK. Très bien. Alban, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Ou c'est OK? Pas de questions pour l'instant. Allez. Donc je reviens, parce que c'est en répétant que l'information rentre. Comment est calculé le DPE? On l'a dit, étape 1, le diagnostiqueur rentre, il prend ses mesures, les surfaces, les parois déperditives, qu'est-ce qui donne sur l'extérieur? Est-ce qu'il y a des bouts de mur qui donnent sur une circulation intérieure, c'est-à-dire la cage d'escalier? Est-ce qu'il y a de l'isolation? Si oui, de combien? Les fenêtres, quelle épaisseur de lame d'air, le système de chauffage, la date d'installation? Voilà, il rentre des données. Il rentre ça dans son logiciel. Le logiciel calcule, on a dit, d'abord les déperditions, la taille des cases ici, et calcule les apports gratuits. Troisième étape, le logiciel, on va dire, fait une petite simulation, comment je fais pour maintenir mon logement à 19 degrés, et détermine qu'il y a besoin de temps de chauffage. On appelle ça l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie finale, pensée finale qui rentre dans le logement. Quelle est l'énergie qui rentre dans le logement? Énergie finale. Ça, ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous avez un DPE, mais je vous en sortirai un. En fait, l'énergie finale, elle est écrite sur le DPE. En tout petit, en dessous des 2 cases classiques, là, il y a l'énergie finale. Donc, c'est inscrit là. Et au-dessus, on a 2 scores. Et donc, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que c'est ces 2 scores? Je pense que vous le savez. Enfin, peut-être pas totalement. Donc, on prend ce score d'énergie finale, qui est l'énergie finale qui rentre dans mon logement. Et on le convertit en 2 scores. Le premier score, c'est le score d'énergie primaire. Donc, quelle est la différence entre l'énergie finale et l'énergie primaire? L'énergie finale, comme on a dit, c'est l'énergie qui va finalement dans le logement. L'énergie primaire, c'est quelle a été l'énergie totale nécessaire à produire mon énergie finale. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quasiment tout le temps à 1, sauf dans le cas de l'électrique. Et ça, je pense qu'avec l'expérience, vous l'avez vu, c'est qu'en fait, des logements électriques, au chauffage électrique, toutes choses égales par ailleurs, sont moins bien notés, ont un pire score d'énergie primaire que les autres sources d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour avoir 2,3 d'énergie électrique dans mon logement, en fait, il a fallu, notamment dans les centrales nucléaires, produire 2,3 énergie. Donc, en gros, l'électrique se fait matraquer à la conversion entre énergie finale et énergie primaire. Mais ce qui compte dans le DPE, c'est l'énergie primaire. Donc, pensez que
dès qu'on est au gaz, bois, fuel, énergie finale égale à énergie primaire. Retenez ça. Par contre, dès que vous avez un logement électrique, énergie finale sera, l'énergie primaire sera bien pire que l'énergie finale. Mais ce qui compte, c'est ça que je veux inculquer via ça, c'est que, on va dire, si on parle de confort thermique, si on pense déperdition énergétique, en fait, si on regarde ce score de 411, il peut être G sur ce score-là, mais si c'est un chauffage électrique, en fait, c'est 411, ça aura été 411 divisé, on va dire simplifié, on va dire divisé par 2. C'est en gros 200 d'énergie finale fois 2,3 égale 411. Donc, en fait, ce logement, il est déperditif. Il n'est pas super isolé, je ne dis pas ça, mais ce n'est pas non plus la big catastrophe. Alors que, par exemple, un logement au gaz qui a un score d'énergie primaire de 411, alors là, c'est énergie finale de 411. Il faut énormément d'énergie dans le logement pour maintenir ma température à 19 degrés. Voilà. Donc, en gros, 411, tous les mêmes scores ne veulent pas dire les mêmes choses. Warning, dès qu'on a du chauffage électrique, il y a quelque chose de spécial qui se passe. On y reviendra peut-être plus tard. Ça, c'était le premier score, le score d'énergie primaire. À droite, on a le score émission de gaz à effet de serre. L'idée, c'est la même, c'est pour produire mon énergie dans mon logement, combien ça a émis de GES à travers tout le cycle de vie. Et là, l'électricité, on voit que c'est faible, voire très faible en France, grâce au nucléaire, grâce à ces choses-là. Le gaz, c'est quand même bien plus élevé. On a fait déjà un fois 3, là, en gros, entre électricité et gaz, ce qui est normal. Hein. Et le fuel, c'est encore pire. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la base, c'est l'énergie finale, et qu'on convertit ce score en 2 scores, énergie primaire et émission de gaz à effet de serre. Au final, la vraie note du DPE, qu'est-ce que c'est? La vraie note du DPE, c'est la plus mauvaise étiquette entre le score d'énergie primaire et le score d'émission de gaz à effet de serre. Je m'explique. Prenons l'exemple de ce DPE où il y a ce double score, 171 d'énergie primaire et 50 de gaz à effet de serre. Mais en fait, si on regarde les échelles, et je vais vous donner juste après, 171 d'énergie primaire, ça correspond, on va dire, à une étiquette C en énergie primaire. Par contre, 50 en gaz à effet de serre, c'est une étiquette E. Donc, on prend la pire des deux, et le DPE final sera DPE E. Victor, on aura besoin de revenir sur la pompe à chaleur. On a une question sur la pompe à chaleur qui est électrique, donc pourquoi est-ce qu'elle est recommandée? Mais je sais qu'on y vient juste après. Ouais. Et on a une question, donc concrètement, la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Tu veux bien juste refaire en une phrase? Alors, je vais répondre de 2 manières différentes. La manière très terre à terre, c'est l'énergie finale est tout le temps égale, enfin l'énergie primaire est tout le temps égale à l'énergie finale quand on a des chauffages autres que électriques, et l'énergie primaire est bien supérieure, retenez 2 fois supérieure à l'énergie finale quand on a un chauffage électrique. Ça, c'est la réponse terre à terre. Et l'explication, c'est l'énergie finale, c'est l'énergie que j'ai dans mon logement, et on va prendre l'exemple des radiateurs électriques. L'énergie finale qui rentre dans mon logement, parce que le radiateur chauffe, et l'énergie primaire, c'est quelle a été l'énergie nécessaire à produire partout en France, en gros, pour que, donc je produis l'électricité, j'ai des déperditions, ensuite l'énergie traverse les lignes électriques, il y a des déperditions, transformateur, il y a des déperditions, et ça arrive jusqu'à chez moi. Donc en gros, l'énergie primaire, c'est quelle a été l'énergie totale nécessaire pour délivrer 1 kWh d'énergie finale chez moi. Voilà, donc 2 manières de répondre. Pompe à chaleur, oui, on y revient après, si mes souvenirs sont exacts. Ok. Je vous montre ça pour illustrer le fait que c'est intéressant de s'intéresser au score ici. C'est la première chose que je regarde, moi, première ou deuxième chose.
Donc, Je me prenons permets l'exemple. juste, Oui. à chaque fois qu'on présente ça en formation, les agents immobiliers, ils ont une réaction de «Ah, je ne savais pas». Donc, soyez attentifs, c'est hyper important de comprendre ce que Victor s'apprête à dire. Merci Alban de ce teasing est exceptionnel. Donc, prenons l'exemple de cette maison. Là, c'était dans le sud, il faisait beau, ça donne envie presque maintenant. Et donc, première page du DPE, il y a ce DPE-là. Donc, la question est, ce DPE, est-ce qu'il est... On peut tous dire que c'est un DPE-E. Mais en fait, si on s'arrête là, on loupe un peu une info. C'est que, en fait, ce DPE, si on regarde les scores, là, on a l'impression qu'il est étiquette E en énergie primaire et E en gaz à effet de serre. Mais si on regarde un peu plus précisément, on voit 171 et 50. Et alors là, ceux qu'on suivi juste avant, ils se disent « Ah, mais 171, ok, je regarde l'échelle je regarde mon échelle d'énergie primaire. Donc 170, non, c'est pas du A, c'est pas du B. À 171, c'est du C. C'est du C. OK. Et mon score de gaz à effet de serre, 50, 50. Ah, OK, on est entre les deux et en gros, on prend la pire des deux. Donc, on est E. Donc, en fait, ce DPE-là, visuellement, il est très trompeur. On a l'impression qu'il est E d'un côté et E de l'autre. Mais non, en fait, il est C d'un côté et E de l'autre. Et donc là, ma question est, bon, bah, vous avez à vendre cette baraque. Qu'est-ce que, si je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être répondez dans le chat ou... Ouais, répondez dans le chat. À votre avis, sur un logement comme ça, donc, quelles sont les forces et les faiblesses du logement? Est-ce qu'il est bien isolé, mal isolé? Le système de chauffage? Si vous deviez faire comment dire, si vous Un deviez deviner, diagnostic. ouais, deviner, Diagnostic. qu'est-ce que vous direz? Alors, j'ai une réponse, c'est le fioul, la faiblesse, chauffage. Il est bien isolé, mais il faut changer le système de chauffage. Mauvaise isolation, bien isolé, mais chauffage à changer. Chauffage et isolation. Chauffage et peu d'isolation. Fioul, fioul, fioul. Mal isolé. Alors, on a une bonne partie qui ont la bonne intuition, mais je te laisse compléter, Victor. Ouais. Effectivement, bonne partie, bonne intuition, c'est qu'il est C en énergie primaire. On regarde, et en fait, il est C en énergie primaire. On a dit que la lettre de DPE était la pire des deux. Et il est E en gaz à effet de serre. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'est pas trop mauvais là, mais il est très mauvais là. Et ça, si on se rappelle de la slide précédente, s'il n'est pas trop mauvais là et très mauvais là, c'est que probablement, on est effectivement en chauffage au fioul. DPEC en énergie primaire, c'est pas si mal. Donc, en fait, sur un logement comme ça, l'isolation est OK. C'est vraiment pas mal. Hein. Je pense qu'il y a un peu d'isolation de partout, en gros. Par contre, ça pue le chauffage au fioul. Donc, sur un logement comme ça, effectivement, en changeant de fioul, donc effectivement, il y a du fioul, et en changeant juste le système de chauffage, là, on va arriver en DPEC ou DPEB. Avec ce que je vais vous expliquer juste après, pourquoi la pompe à chaleur augmente tout ça. Je me permets juste une Oui. mini formulation. Ouais. C'est-à-dire que le logement, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer le logement. On a besoin seulement, entre guillemets, de 171 kWh par mètre carré par an pour chauffer le logement, donc relativement peu. Mais même si c'est peu d'énergie, l'énergie qui est utilisée, c'est du fuel. Et donc, le fuel, ça a un très mauvais impact carbone. Et donc, on est sur une mauvaise note de gaz à effet de serre. Et vu que c'est la pire des deux notes, eh ben, on voit eux. Et c'est pour ça qu'il y a un choix qui a été fait par l'État, qui est de mettre à gauche, donc sur la note énergie primaire, on verra toujours la pire note des deux. Donc si c'est eux à cause de l'énergie primaire, eh ben on le verra et très bien. Mais ça peut être eux à cause du gaz à effet de serre. Et donc il faut bien ne pas s'arrêter, on va dire, à la lettre, mais bien regarder le chiffre. Et on vous enverra un PDF dans lequel vous aurez le tableau avec les échelles de consommation pour que vous puissiez le garder avec vous et avoir toujours ce réflexe de regarder et avoir ce premier niveau d'information.
Yes, bon allez, finito. Je finis avec ça. Ce que je vous ai dit est vrai aujourd'hui. Il y a une différence en 2026 qui va beaucoup changer, je pense que vous êtes au courant. C'est en fait, ils sont en train justement de revoir le coefficient qui pénalise l'électrique. Parce qu'en fait, l'électrique est, on va dire, plutôt pénalisé par rapport aux autres systèmes de chauffage. Donc ce coefficient de 2,3 dont on avait parlé, il redescend début 2026 en 1,9. Okay, donc les logements électriques seront toujours un peu pénalisés, mais moins qu'avant. L'idée, c'est que tous les DPE que vous avez fait avant, après 2021, sont toujours valables, mais il y a une mise à jour qui est nécessaire à faire. Et pour ça, vous pouvez scanner le QR code ici, qui vous emmène donc sur le site. Voilà, je ne m'attarde pas dessus, parce qu'on a la bourre. Ça, j'en parle pas. Je pense que j'en parle pas. Voilà. Très bien. La pompe à chaleur. Je réponds à la question. Pourquoi la pompe à chaleur, c'est aussi avantageux? Je vais vous faire un truc. Hop, hop. OK. Donc, on se rappelle, on part de le DPE, il mesure les déperditions. Hop, il mesure les apports gratuits et il détermine les besoins de chauffage que je dois avoir dans le logement. Maintenant, la question, c'est comment je produis ce chauffage. Le cas de la pompe à chaleur. Alors, j'ai besoin de 4 kWh dans mon logement. La pompe à chaleur, c'est un truc un peu magique qui arrive à récupérer de la chaleur, même aujourd'hui, voilà, en novembre, il fait un peu plus froid, et ben, la pompe à chaleur arrive à retirer des calories de l'air extérieur. C'est-à-dire que l'air extérieur qui a, je sais pas, 10 degrés, et ben, il va quand même réussir à récupérer un petit peu de chaleur dans cet air. Donc, il récupère de la chaleur de l'extérieur pour la mettre dans mon logement. Donc, la pompe à chaleur, c'est quelque chose qui est tellement efficace que à l'intérieur, on va dire que j'ai besoin de 4 kWh dans mon logement. Ma pompe à chaleur, elle va consommer 1 kWh et elle va récupérer 3 dans l'air extérieur. Donc, ça veut dire que pour avoir 4 à l'intérieur de mon logement, et ben en fait, j'ai vraiment consommé que 1 kWh électrique, puisque le reste des kilowattheures, c'est de l'énergie qui était dans l'air extérieur, donc que je n'ai pas consommé, il est gratuit, on va dire. Donc, pour avoir 4 à l'intérieur, j'ai besoin de consommer que 1. Ça, c'est déjà très fort. Maintenant, ma pompe à chaleur, effectivement, elle consomme, elle tourne à l'électrique. Donc, l'énergie électrique que je consomme pour faire fonctionner ma pompe à chaleur, elle est pénalisée par le facteur de 1,9 de l'électrique, ou 2,3 jusqu'en fin d'année. Elle est quand même pénalisée. Mais en fait, pour avoir 4 kWh, j'ai besoin de 1 d'énergie que je pénalise à 1,9. Donc au final, l'équation finale, c'est pour avoir 4 kWh de chauffage à l'intérieur de mon logement, j'ai utilisé 1 vraiment d'énergie que je pénalise avec mon facteur de 2,3 ou 1,9. Donc en fait, pour avoir 4, j'ai un score d'énergie primaire de 1,9. Et ça, on voit que c'est excellent. En fait, le rapport entre les deux, il est presque divisé par 2. Alors que si j'avais bêtement des chauffages électriques classiques, pour avoir 4 kWh de chauffage à l'intérieur, j'oublie cette partie de la pompe à chaleur, je l'aurais multiplié 4 par 1,9. Donc j'aurais eu quasi 8. Alors que là, on a 1,9. Et c'est pour ça que la pompe à chaleur, bien qu'elle fonctionne à l'électrique, a un super score d'énergie primaire. Parce qu'en fait, ma pompe à chaleur qui fonctionne à l'électrique, en consommant 1, elle vient récupérer 3 en plus de l'air extérieur. C'est pour ça que la pompe à chaleur est top top. Ok, je commence à être bien à la bourre, donc je vais passer. Ce que je regarde en premier dans le DPE, comme je l'ai dit, c'est la note. Et le détail de la note. C'est important parce qu'on sait en plus, par rapport aux limites des lettres de DPE, est-ce que je suis loin dans la note ou
ou proche d'une limite. C'est pas pareil d'être F proche du G ou F proche du E. C'est pas anodin comme information. C'est pas anodin comme information d'avoir l'idée de l'énergie primaire, énergie finale. Le deuxième truc que je regarde dans un DPE, c'est le schéma déperditif. Et ça va vraiment changer d'un logement à l'autre, parce que ce qui va compter, comme on a dit, c'est quelle est la part des surfaces déperditives. Et donc, ce schéma, il est vraiment différent, et il est super informatif, il est vraiment différent d'un logement à l'autre. Ce qui est hyper important, évidemment, c'est de se concentrer sur les endroits où il y a le plus de déperdition possible. C'est évident, si on veut être efficace, on va s'attaquer ici, il vaut mieux, c'est évident, hein, il sera plus efficace de s'attaquer au mur qui représente 32% des déperditions que de s'attaquer aux portes-fenêtres qui en représentent 13. Parce que même si je mets des super double vitrage ultra performants, ben en fait, ça représentait que 13% de mes déperditions. Donc je vais les réduire encore, mais ça ne va pas être énorme. Le mur qui est à 32%, et parfois c'est bien pire, hein, 40%, en mettant de l'isolation sur les murs extérieurs, boum, je vais vraiment couper dans le gras de ma déperdition. Donc, ce schéma, il est hyper important. Et le comprendre, c'est comprendre où sont les déperditions et où il faut agir. OK. Ça, c'est juste pour votre information. Des fois, en formation, on prend le temps de le lire, mais là, on n'a pas du tout le temps. C'est que dans votre DPE, en gros, vous avez quand même une vue assez précise de ce qu'a rentré le diagnostiqueur. Donc, si vous regardez le schéma de déperdition et vous vous dites oula, c'est bizarre, et ben vous pouvez regarder quand même ce qu'il a rentré. Toiture, on peut vérifier que voilà, il a bien noté qu'il y avait des combles aménagés sous rampant. OK, il a noté qu'il y avait de l'isolation par l'intérieur. Bon, mais ça se trouve, c'est vrai, ça se trouve, c'est pas ça, j'en sais rien. Mais vous avez accès aux détails et il faut quand même le savoir. Pareil pour le système de chauffage, vous avez quels sont les systèmes de chauffage. Eau chaude sanitaire, vous le savez, voilà. Et donc ça, c'est la vue, on va dire, macro. Et en plus, il y a la vue tout détaillée. Vous savez, les dernières pages du DPE, celles où il y a plein de lignes. Bah, moi, je les utilise bien, ces lignes-là, mais tout le monde ne les utilise pas. N'empêche que vous avez l'info. Travaux, j'en parle pas. Donc voilà, moi, ce que je regarde dans un DPE, c'est, bon, 1, est-ce qu'il y a un numéro ADEME, 2, la note du DPE, 3, le schéma de déperdition, et 4, les détails. Je finis cette partie avec, avec un outil qui va vous aider. Alors, le cas d'usage, c'est que vous avez votre DPE, mais ce DPE, il est statique, c'est-à-dire que le diagnostiqueur vous a rendu la fiche, et voilà, c'est tout. C'est compliqué d'avoir des infos supplémentaires. Les scénarios de travaux qui sont dans le DPE, qui sont dans les pages suivantes, pareil, c'est fixé. Et malheureusement, souvent, c'est fait automatiquement. Ces recommandations de travaux. Donc, bien merci beaucoup, mais quand vous avez un logement et que les travaux essentiels du DPE disent ah, il faut isoler les murs, le plafond et mettre une pompe à chaleur, oh bah merci, mais ça, déjà, 1, je ne sais pas combien ça coûte, et 2, c'est peut-être pas du tout ce que veulent faire les clients, 3, c'est peut-être beaucoup trop, suivant l'ambition du client, voilà. En tout cas, les scénarios de travaux sont fixés. Dans cet outil, ça permet de venir modifier les scénarios de travaux. Pensez un petit peu, c'est un simili DPE projeté. Alors, ça n'a pas la valeur d'un DPE projeté parce qu'il n'y a pas de tampon de diagnostiqueur, mais dites-vous que c'est un DPE projeté. On vous donne le lien juste après. Je vous fais la démo de comment ça fonctionne. Je vais même me mettre en navigation privée. Donc, en gros, sur notre site, c'est accessible. Simulateur de travaux. Là, il faudra... Alors, peut-être que je vais aller sur l'espace pro même. Hop. On a fait un espace sur notre site spécifique pour les agents immobiliers. C'est ici. Vous avez plusieurs simulateurs. Simulateur de prêt, on en parle tout à l'heure, et simulateur de travaux. On accède au simulateur. Prénom, Victor Bossard, tac, tac, tac. Mon numéro de téléphone, cachez-vous les yeux. Non, je rigole. Je suis un professionnel de l'immobilier. Hop, hop. J'accède au simulateur.
On tombe sur cette interface-là. Déjà, on peut récupérer le DPE avec l'adresse. Donc là, je vais m'intéresser à une maison qui est à Palaiseau, dans le 91. Donc, je rentre l'adresse. Alors, c'était effectivement cette maison-là, 92 mètres carrés. Déjà, on peut voir il y a plusieurs diagnostics qui ont été faits, qui n'ont pas la même surface habitable. Bon, d'accord, étrange. J'utilise ce diagnostic-là. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été effectués depuis le diagnostic? Non. Information financière. Donc ça, il faut se mettre, soit vous pouvez passer, soit vous pouvez vous mettre dans la peau d'un acquéreur. J'anticipe un peu, mais en gros, ça permet de déterminer l'éligibilité aux aides à la réno énergétique. Donc, on va dire, pour mon acquéreur, ce sera une résidence principale. C'est un couple avec 2 enfants. Et la tranche d'imposition, bah, parfois on n'en sait rien et parfois on peut deviner ou faire un scénario. Bon, bah, je pense qu'ils sont en catégorie intermédiaire. Voilà. Hop. Là, ce que fait ce logiciel, c'est qu'il récupère, vous savez que les DPE sont téléversés sur Internet. Donc, en gros, il récupère les données d'entrée et il refait un simili DPE. Qu'est-ce qu'il nous raconte ensuite? Donc, très bien, j'ai mon logement, c'est un DPEG, c'est horrible, je vais mourir. Et on passe au scénario de travaux. Le gros avantage de ce logiciel, c'est que les scénarios de travaux, comme je l'ai dit, sont modifiables. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, dans ce logement, qu'est-ce qui se passe, je ne le recommande à personne, hein, mais qu'est-ce qui se passe si on mettait seulement, on ne touche rien à l'isolation, rien du tout, si on mettait seulement une pompe à chaleur RO? Qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, mon DPE passerait d'un DPE-G à un DPE-D. Alors, ça ne changerait rien au confort thermique, ce serait horrible, rien aux factures. Mais voilà, c'est pour vous illustrer qu'on peut vraiment tout modifier. Il se trouve que le toit, alors là, en plus, il y a un mix. Dans cette maison, il y a des combles perdus et du toit par l'intérieur. Ce n'est pas la même chose. On reste en D. Ça, ce que ça veut dire, c'est que probablement, il n'y avait pas de grosse déperdition par le toit. J'isole les murs par l'extérieur. Vous savez que les murs par l'extérieur, ça coûte assez cher. On peut regarder le détail. Il y a 108 mètres carrés de murs à isoler. Ce qui n'est pas impossible. Ma maison, c'était à peu près 1 carré, maison individuelle, boum. Il y a des coûts au mètre carré qui sont issus d'une base de professionnels avec qui on travaille, région parisienne, mais pas que. Et on a pris une moyenne. Donc, en gros, c'est un ordre de grandeur qui est valable. Donc, en gros, 30 000 € d'isolation par l'extérieur. Et j'arrive en DPEC. Si j'enlève la pompe à chaleur RO, DPEF, parce qu'en fait, je reste en fuel. Donc, il faut vraiment, dans ce logement-là, il faut vraiment changer le système de chauffage. Donc, pourquoi pas garder notre pompe à chaleur RO. Donc, ce truc, c'est utile pour 2 raisons, pour moi. C'est tester ses propres scénarios de travaux. Donc, soit pour vous, soit pour votre acquéreur. Ça, c'est utile en maison individuelle et en appartement aussi. En appartement, ça marche aussi très bien. Qu'est-ce qui se passe sur mon appart si voilà, il y a du simple vitrage? Qu'est-ce qui se passe si je mets du double vitrage? Si j'ai des déperditions par l'aération, donc par la ventilation, qu'est-ce qui se passe si je mets une ventilation hygrobée? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez la réponse grâce à ça. Donc, on va dire un simili DPE projeté. Et la deuxième information qui est importante, et je fais la transition ici, sur la suite de la formation, c'est j'ai un coût de travaux, 33 000 € TTC, qui est une estimation, c'est fiable, mais ça ne vaut pas un devis. Et j'ai l'éligibilité aux aides, ici, là. Aide, je clique sur aide. Donc, on a dit que c'était un ménage au revenu intermédiaire. Et donc, en fait, les ménages au revenu intermédiaire, jusqu'à la fin d'année, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' parcours accompagné. On y revient cet après-midi, mais en gros, pour ce type de ménage, on voit qu'il y a plusieurs tout petits gestes. MaPrimeRénov',
isolation des murs par extérieur, MaPrimeRénov par geste, 4 000 euros. OK. Bon. Donc, au final, ce ménage-là, il a 6 300 euros d'aide. C'est OK, mais c'est pas incroyable non plus. Si j'avais mis un ménage au revenu modeste ou très modeste, ça m'aurait refait le calcul et ça m'aurait mis plus ou moins d'aide en fonction. Voilà. Ça, c'est un outil qui est à votre disposition. Donc, sur l'espace pro, vous pouvez l'utiliser quand vous rentrez un mandat, quand vous voulez aiguiller un acquéreur, voilà. N'importe quand, c'est disponible gratuitement. En tout cas, nous, c'est un support, c'est un outil qu'on utilise tous les jours. Mini notion, vous pouvez quand même exporter les plans de travaux, vous rentrez vos coordonnées et ça vous sort un PDF qui est, on va dire, similaire à un DPE projeté. OK ? Voilà. J'ai des Alban, petites questions. ouais. Ouais. Est-ce que le logiciel est gratuit? Il est gratuit, on vous le met à disposition, donc vous pouvez l'utiliser. N'hésitez surtout pas à nous solliciter si vous avez besoin d'aide. C'est-à-dire que voilà, vous n'êtes pas forcément des experts travaux. Victor est largement capable de faire des bonnes recommandations. Donc, si vous avez besoin d'une étude qui est faite sur un bien, vous nous demandez, vous nous envoyez l'adresse et nous on réalise l'étude et on vous envoie l'analyse directement. Ouais, c'est quelque chose Euh, qu'on fait avec des agents IMO et ça marche très bien. Des DPE FG, des baraques, des petits appartes, avoir des solutions à présenter à un acquéreur ou un vendeur, c'est top. Là, on et vous une a question, c'est donné. quelle est la Vas-y. confidentialité des infos? Je sais pas qu'est-ce que Fatima tu entends par cette question, mais nous on ne contactera pas en tout cas les personnes qui utilisent ce simulateur, les clients finaux. On n'hésitera pas potentiellement à vous envoyer un message ou un mail si vous utilisez ce simulateur pour vous proposer de répondre à vos questions, de vous aider. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, mais j'ai mis le lien épinglé dans le chat, hreno.fr/pro. Je vous invite vraiment à l'ajouter en favori. Donc vous voyez ici sur iOS, sur Android, sur Chrome. Vous le mettez en favori et comme ça, dès que vous avez un peu un sujet sur la réno, soit vous utilisez le simulateur de travaux, soit vous utilisez le simulateur de financement que Sabrina, qu'on pourra présenter juste après. Et vous avez aussi nos contacts pour pouvoir nous solliciter pour des projets. Donc c'est un lien pour tout achat réno. Voilà. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a. C'est l'heure Alors j'ai une autre l'attestation? question. Oui, vas-y. Ouais, juste avant, une autre question. Ouais. Si on vous contacte, cela remplacera-t-il un audit à présenter au futur acquéreur? La réponse est non. L'audit réglementaire est obligatoire à la vente et doit être présenté à l'acquéreur à la vente. Ça, ce document-là, il n'a pas la valeur légale d'un audit. Mm. L'avantage, c'est que, comme disait Victor, il est modifiable. Donc un audit, tout comme un DPE, c'est figé. Donc l'avantage avec vous, c'est que si vous avez un vendeur, un acquéreur qui, pour raison X ou Y, veut surtout pas de pompe à chaleur, alors que dans l'audit, il y a marqué pompe à chaleur, il veut mettre un poêle à granulés, et ben vous allez sur le site, vous mettez un poêle à granulés et vous lui montrez que pour tel coût estimatif, il arrivera à tel DPE avec un poêle à granulés et il sera très content. Voilà. Donc c'est un moyen pour vous de compléter l'audit en mettant des scénarios qui sont modifiables. Ouais. Voilà. Hop, boum. Je mets un poil à granuler. Alors, oui, très bien. Et peut-être, ouais, avant de passer à l'attestation de formation, est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions rapides sur la partie travaux? On arrive sur l'heure, la première heure, donc on a fini la partie travaux. Est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai une question. Est-ce que vous accompagnez les acquéreurs pour récupérer les aides? Donc nous, dans notre accompagnement en tant que courtier, on accompagne les acquéreurs sur l'ensemble du projet, c'est-à-dire l'obtention du prêt immobilier pour acheter le bien et le financement des travaux. Le financement des travaux, il passe par des prêts, souvent à taux zéro, comme on l'a dit. Il passe aussi par des subventions. Et nous, ça va dépendre en fait de quelles sont les subventions qui sont mobilisées. Si on fait sur le parcours accompagné, MaPrimeRénov parcours accompagné que Sabrina va présenter, on va mettre en relation avec un MAR. MAR, c'est un interlocuteur obligatoire qui va faire la gestion administrative de ces subventions. Donc nous, on met en relation avec le MAR, on accompagne dans l'ensemble, mais c'est pas nous, achat réno, qui allons obtenir directement les subventions. C'est le MAR.
Non, mais juste pour compléter, par contre, on maîtrise très bien tout le process, c'est-à-dire que quand le client vient nous voir, nous, on est en capacité de l'accompagner aussi sur la pertinence des travaux. On va contrôler la conformité des devis de façon à ce que quand on passe la main au MAR, on sait que le dossier va être validé rapidement. Ouais, c'est ça. Dès les premières étapes, on a une visibilité sur tout ce qui est mobilisable et on oriente le projet, et c'est notre rôle de conseil, hein, on oriente le projet pour que ça coche le maximum de cases et que ça réponde bien sûr aux besoins du client. Ouais, exactement. J'ai une autre question de Mathieu. Avec le changement de 2,3 à 1,9, les DPE de 2026 seront meilleurs que 2025, juste avec cette modification de taux. Donc là, Mathieu, en effet, tu parles du coefficient d'énergie pour l'électricité. En effet, il passe de 2,9 à 3 à 1, pardon, de 2,3 à 1,9. Et donc, en effet, un peu, on va dire, sous un coup de baguette magique, il y a plein de logements qui sont chauffés à l'électricité, qui vont voir leurs notes s'améliorer. L'estimation, c'est qu'il y a à peu près 700 000 logements, 700 000 passoires thermiques qui vont sortir du statut de passoire thermique. Donc 700 000 logements qui étaient classés F ou G, qui vont, on va dire un peu par magie, juste par changement de cette méthode de calcul, qui ne seront plus de logements F et G. Alors nous, on est content d'un côté parce que ça permet de mettre plus de biens en location et ça répond à des vrais enjeux de logement en France. Mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'on change le système de calcul du DPE que les logements sont plus sains, ont des factures plus faibles. En fait, la réalité, elle change pas pour les gens. Donc, la rénovation énergétique, ça reste la réponse, même si la méthode de calcul a changé. Ouais. Est-ce qu'ils devront refaire leur DPE? La réponse Non. est non. On a juste à aller sur le site dont Victor a parlé, observatoire DPE. Observatoire. Moi, je ne connais pas le nom exact. Et vous pouvez télécharger une attestation qui montre que la note a changé. Ouais, je suis en train de. Alors, numéro indemne non applicable. Je vous montre juste un petit exemple. Oh, j'ai pas de chance. Comment on Ok. récupère son nouveau DPE? Voilà, c'est ça, c'est sur le site Alors, Observatoire. hop. Bon, en fait, sur la version PDF, des fois, on peut juste cliquer là-dessus. Sinon, donc ça vous emmène directement sur ce site et vous dit, ça c'est mon numéro de DPE, votre logement est concerné par la modification du facteur d'électricité, donc c'est exactement ce dont on a parlé, voir votre étiquette simulée. Donc vous cliquez là-dessus, hop. Alors, donc là en l'occurrence, juste pour vous expliquer en 2 secondes et pour clore le sujet, là vous voyez, comme ça fait un bon rappel, non mais 304 d'énergie primaire et là vous voyez en dessous là 299 d'énergie finale. Donc, en gros, ça, ce n'est pas un logement chauffé à l'électrique. Donc, il y a une mini part d'électrique là-dedans, ça va être le ballon d'eau chaude, qui sera aussi concerné par le changement de facteur. J'ai juste pris un exemple pour vous montrer, mais en gros, là, du coup, je ne m'attends pas à ce que le DPE change de classe, parce qu'il n'est pas électrique. Mais pour le besoin, voilà, votre étiquette simulée n'évolue pas. Et en fait, ce que ça change, c'est que là, on était à 304 et là, on est à 303. Alors, sur ce truc-là, ce n'est pas méga waouh parce qu'on n'est pas à l'électrique, mais sur typiquement des petites surfaces en chambre de bonne ou en studio chauffé à l'électrique, vous allez voir une vraie différence entre les deux. Et peut-être que vous changez de classe. C'est pas sûr. En tout cas, cette attestation est suffisante là, celle-là. Voilà. On va pouvoir avancer. Ouais. Est-ce que Victor, tu peux présenter, ou Sabrina, si tu veux prendre la relève, mais en tout cas montrer le QR code. Donc, Gigot, et comme ça, Sabrina se prépare sur la suite. Donc, QR code ici pour voilà, l'attestation de formation. c'est ça. Je vous invite tous à scanner ce QR code et je vais aussi mettre le lien directement dans le chat pour avoir votre attestation de formation. Donc, je vous invite à remplir, c'est un rapide formulaire. Donc, ça concerne les agents immobiliers. Il y a quelques personnes qui ne sont pas agents immobiliers ici. Si vous voulez une attestation de formation, vous pouvez l'avoir, mais ce sera peut-être moins pertinent. Mais en tout cas, voilà, vous avez juste à remplir le nom de votre société. Donc ça, c'est si vous êtes entreprise individuelle, vous mettez cette société, le SIRET, l'adresse du siège, votre prénom et votre nom. Et ça nous permettra d'éditer la fameuse attestation. Je vois qu'il y a déjà 6 réponses, c'est très bien.
Allez, je la laisse encore 30 secondes. On la remettra peut-être en fin de... pour ceux qui ont loupé. Voilà. Mais bon, Ouais. si tu l'as mis dans le chat, je pense que c'est OK. OK. Sabrina, est-ce que tu es prête? Oui. Ouais, OK. Pour moi, hop. Vous voyez bien mon écran, tout le monde est OK là-dessus? Alors, hop, moi j'arrête le mien, mon partage. Et toi, on y est. Ouais. OK. Donc moi, je vais vous parler du financement. Donc c'est bien, on a parlé des travaux de rénovation énergétique, comment rénover son bien. Maintenant, c'est comment le financer. Alors, pour financer le bien, on va aller chercher des prêts bancaires, donc pour l'achat d'une passoire. Ça bouge pas mal du côté des banques. On a un durcissement, en fait, des critères d'attribution des banques, notamment sur les biens qui sont EFG. En effet, aujourd'hui, si on dépose un dossier de financement sur un bien qui est FG sans travaux, on va systématiquement avoir un refus de financement. Pourquoi? Parce que la banque, elle considère que vous achetez un bien qui est énergivore et que potentiellement, vous allez avoir des factures d'énergie qui vont être fortes. Et du coup, elle se dit qu'elle ne va pas vous accompagner en fait sur le financement. Donc, c'est notamment valable sur l'investissement locatif. Donc, pour rappel, en 2034, on ne pourra plus louer les biens qui sont au-dessus de D. À côté de ça, des banques ont fait des efforts. Pourquoi? Elles ont mis en place ce qu'on va appeler des prêts bonifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dépose un dossier de financement avec un projet de travaux, je prends l'exemple, on dépose un dossier qui est en F, le client l'accompagne sur les travaux de rénovation énergétique. Après travaux, il va avoir une note qui va être en C, par exemple. Eh bien, la banque, une fois qu'on aura fait un DPE après travaux, elle va baisser le taux principal du prêt. En règle générale, on a moins 0,30, donc ce qui peut représenter en moyenne sur un dossier de financement entre 6 et 8 000 euros. Ce qui n'est pas négligeable et ce qui permet en plus d'alléger la mensualité chaque mois. Les prêts, comment ça fonctionne? Donc, les prêts bancaires pour l'achat d'une passoire. Donc, comme je vous disais, les devis travaux sont obligatoires. Il faut que les devis qu'on présente à la banque correspondent à un scénario de travaux, soit scénario du DPE, soit scénario de l'audit. Notamment donc pour les prêts à taux zéro, où la banque elle va être sensible de se dire après travaux, le bien au minimum, il va être en D. Donc, ce qu'il faut prioriser donc, pour nous, c'est d'avoir l'audit et des devis travaux assez rapidement pour pouvoir ne pas perdre de temps sur les délais de traitement. Donc, je pense que vous en rendez compte, les agents immobiliers, lorsque vous travaillez avec un courtier, on est sur un bien qui est ESG. Principalement, on va avoir des délais de traitement qui sont longs. C'est même assez rare sur un projet de travaux où on arrive à avoir un financement en 2 mois entre la signature du compromis et la condition suspensive d'obtention de prêt. Et c'est là où, pour nous, c'est important, en fait, de nous transmettre l'audit rapidement, qu'on puisse voir le client, qu'on puisse établir avec lui un projet de travaux et qu'on puisse l'orienter aux besoins vers des artisans et avoir une conformité aussi bien pour les prêts que pour les subventions. Le financement, comment ça fonctionne? Déjà, il ne faut pas dépasser un taux d'endettement. On parle de 35% de taux d'endettement. Et au-delà de ça, même si on a un projet de travaux avec 35% de taux d'endettement, la banque elle va être regardante de se dire est-ce que mon client qui achète une passoire énergétique a une épargne de sécurité minimum après travaux? Donc, en règle générale, nous, ce qu'on va préconiser à nos clients, c'est d'avoir une épargne de sécurité de 8 000 euros. Au moment où on dépose le dossier de financement, pour nous, c'est important de montrer à la banque que le client, si jamais il y a un imprévu sur le chantier, il sera bien en capacité d'assumer puisqu'on aura gardé une épargne de sécurité. Ce qui va être important aussi lorsqu'on finance un bien à rénover, c'est qu'on ait une enveloppe travaux idéalement qui ne dépasse pas un tiers du montant du bien. Ça nous arrive dans certains dossiers où on a un total surfinancement. On va acheter un bien de 50 000 euros et on a 100 000 euros de travaux. On en a eu un dernièrement. Alors, ce n'est pas grave, ce qu'il faut, c'est bien argumenter le projet auprès de l'établissement bancaire. Et parfois, en fait, on va vous demander des estimations post-travaux.
Donc, vous connaissez bien votre marché, votre secteur immobilier. L'idée, c'est de nous dire, voilà, si le client il fait tous ses travaux, quelle va être la valeur du bien une fois les travaux réalisés. Et ça, en fait, ça va conforter l'établissement bancaire. Alors, le principal prêt qu'on essaye de mettre en place, nous, au niveau d'Achat Réno, c'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, il est éligible en zone B2 et en zone C. Je vais revenir tout à l'heure sur les différentes zones sur le territoire de la France. Ce prêt à taux zéro, en fait, il permet de financer tout type de travaux dans l'ancien. C'est-à-dire que ça ne va pas financer que des travaux de rénovation énergétique, ça peut financer des travaux de plomberie, de chauffage, de peinture, de carrelage, et les travaux peuvent être faits par le client lui-même. Aucune obligation de passer par une entreprise RGE. On a environ 10 000 prêts à taux zéro dans l'ancien qui sont délivrés chaque année, avec une moyenne de prêts à taux zéro de 57 000. Pour information, nous, cette année, on a accompagné des clients, on va vous en parler tout à l'heure, où on a eu 110 000 € de prêts à taux zéro. Pour être éligible à ce prêt à taux zéro, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être dans ce qu'on appelle une zone détendue, c'est-à-dire une zone B2 et C. Donc, on va plutôt être sur des zones retirées des villes. Il faut être primo-accédant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis 2 ans. Il faut que les travaux représentent un certain pourcentage du projet. Alors, on a 2 notions. On parle soit de 25% du projet en travaux, ou alors il faut que les travaux représentent plus de 33,5% du prix net, plus les frais d'agence. Et il faut, pour pouvoir avoir ce prêt à taux zéro, avoir un DPE après travaux en D. Alors, c'est là où notre outil il est intéressant. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des clients et qu'on avance avec eux sur le plan de financement, la première chose qu'on va faire, c'est on va discuter avec les clients sur les travaux qu'ils souhaitent faire, on va les intégrer à notre outil, on va savoir tout de suite si en effet on peut aller chercher ce prêt à taux zéro. Si on n'est pas, clairement, nous, on va pousser le client à aller chercher ce prêt à taux zéro parce que finalement, pour la même mensualité, on va lui ouvrir une enveloppe de travaux plus importante. Donc, pour rappel, sur ce prêt à taux zéro, pas d'obligation d'artisan RGE. Et attention, si on ne respecte pas précisément le scénario de travaux préconisé, soit dans le DPE, soit dans l'audit, on va faire ce qu'on appelle un DPE projeté. Donc, nous, en gros, on va prendre contact avec le diagnostiqueur qui a fait les diagnostics initiaux et on va en fait lui soumettre les devis travaux de notre client de façon à ce qu'il nous actualise ce scénario de travaux. Sans ça, on ne pourra pas avoir le prêt à taux zéro. Alors, concernant les montants du prêt à taux zéro, je vais être assez rapide parce que le calcul, il est plutôt complexe. Il dépend donc de la zone d'achat, de la composition du ménage, du revenu. Donc, on va parler de revenu fiscal de référence. On prend le N-2 pour le prêt à taux zéro et du coût total de l'opération. Pour ça, vous allez pouvoir accéder à des simulateurs qu'on va vous rappeler tout à l'heure. Alors ça, c'est la carte du territoire avec les différentes zones. Donc, pour rappel, le prêt à taux zéro est éligible sur la zone B2 et la zone C. Donc, c'est les zones qui vont être en vert clair et vert plus foncé. Donc, on voit bien clairement tout ce qui est grande métropole. On va être sur de la zone A, A bis. Dès qu'on s'éloigne un petit peu des métropoles, on va être sur du B1 et plus on part sur des zones, ce qu'on va appeler les zones tendues. Donc, en effet, on va être sur de la zone B2 ou de la zone C. Sabrina, je te coupe rapidement. J'ai une question de Luc. Est-il prévu d'évoquer les biens sans obligation de DPE ou il y a tout à refaire? C'est pour ça que je pense au prêt à taux zéro. Donc, les biens, donc on pense aux granges notamment. Comment est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Alors, oui, alors il y a 2 choses sur les biens. Donc, on peut avoir un bien qui est une maison, qui est sur un DPE qui est ce qu'on va appeler, on a une absence de DPE, c'est ce que nous, on va appeler un DPE vierge. Donc là, ça va être la même chose. On va accompagner le client sur un scénario de travaux et on va aller chercher un DPE projeté pour pouvoir aller lui chercher le prêt à taux zéro. C'est pareil dans le cadre de l'acquisition d'une grange, on va pouvoir aller chercher du prêt à taux zéro. Donc de la même manière, c'est qu'on va présenter à la banque que le client a prévu un changement de destination.
Il a prévu que ça devienne une maison. Et à partir du moment où on ne dépasse pas une extension de 25%, on va pouvoir être sur le DPE dans l'ancien. Sinon, s'il fait une extension assez conséquente avec un dépôt de PC, là, on va basculer sur le prêt à taux zéro dans le neuf. Ensuite, on a l'éco-prêt à taux zéro. Donc, l'éco-prêt à taux zéro, c'est quelque chose que nous, on cumule, en tout cas chez HR Reno, avec le prêt à taux zéro sur nos dossiers de financement. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un peu un sujet qui n'est pas trop connu, je trouve, des courtiers et des banquiers, apparemment que je suis convaincue de formation. Concrètement, l'éco-prêt à taux zéro, ça permet de financer les travaux de rénovation énergétique. Donc, j'entends dans les travaux de rénovation énergétique tout ce qui est isolation, chauffage, ventilation. Il y a juste un autre poste qu'on peut financer par l'éco-PTZ et qui n'est pas en lien avec une entreprise RGE, c'est l'assainissement, puisqu'en fait, ça permet de faire un poste de travaux vis-à-vis de l'environnement. Donc là, si vous faites un changement, si vous réhabilitez un assainissement, alors c'est bien une réhabilitation, hein. Si c'est de la création, ça ne marchera pas, l'éco-prêt à taux zéro, mais si c'est de la réhabilitation, vous avez un assainissement qui n'est pas conforme, vous devez le refaire entièrement, vous pouvez emprunter en éco-prêt à taux zéro. Donc l'éco-prêt à taux zéro va financer principalement les travaux de rénovation énergétique. Il faut absolument que les travaux soient faits par une entreprise RGE. Ce prêt à taux zéro, il n'est pas soumis à des conditions de revenus. Ça veut dire que tout le monde est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Il est attribué donc aux personnes physiques, mais aussi aux SCI à l'IR. Il faut que le logement soit à usage de résidence principale, soit votre propre résidence principale, soit vous êtes propriétaire bailleur et vous le mettez en location à des personnes qui en feront leur résidence principale. Attention sur l'éco-prêt à taux zéro, on a une conformité à avoir au niveau des devis. Donc, on est assez rigoureux sur ce point-là lorsqu'on accompagne des clients qui vont aller chercher un éco-prêt à taux zéro. Pourquoi? Parce que les devis qu'on va choisir quand on va déposer le dossier de prêt en éco-prêt à taux zéro, ça sera les devis sur lesquels le client va s'engager. Donc, parfois, ça nous arrive sur des dossiers d'acquisition où on va aller chercher un prêt à taux zéro pour aller chercher une étiquette énergétique en D et on ira chercher un éco-prêt à taux zéro dans un second temps avec le client, ce qui lui laisse le temps de faire le choix de ses entreprises RGE. On a l'obligation d'un audit énergétique. Je prends l'exemple, un propriétaire occupant prévoit de faire des travaux de rénovation énergétique. Il a juste besoin d'un éco-prêt à taux zéro. Si ces travaux représentent plus de 30 000 €, il aura l'obligation de faire un audit énergétique. Sinon, l'éco-prêt à taux zéro ne sera pas délivré par la banque. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 50 000 €. Donc ça, c'est notre petit chouchou à nous, chez HR Reno, c'est l'éco-PTZ en rénovation globale. On a des conditions, on a surtout 2 conditions à respecter. Il faut qu'on gagne 2 lettres en DPE et il nous faut 2 gestes d'isolation. Et ce prêt, en fait, on peut l'amortir sur 20 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous rendre compte un petit peu de l'intérêt de ce prêt, lorsqu'on fait un prêt de 50 000 à taux zéro par rapport à un prêt de 50 000 à un taux à 3,40, c'est ce qu'on a à peu près aujourd'hui, c'est 21 000 € d'intérêt que vous allez gagner. Alors parfois, on a des clients qui nous disent « Ouais, mais moi, si je fais l'isolation tout seul, ok, je n'aurai pas l'éco-PTZ, mais du coup, ça va me coûter beaucoup moins cher. » Je pense que le calcul, il faut vraiment le faire. Et je suis assez convaincue que vous serez gagnant à faire les travaux. Et en plus, voilà, vous allez avoir la garantie de l'artisan et son savoir-faire. Donc, moi, je suis plutôt pour pousser les acquéreurs à faire appel aux artisans. Rapidement, il existe beaucoup d'éco-PTZ. Donc, il y a l'éco-PTZ rénovation globale. Là, on met plusieurs postes de travaux. On a jusqu'à 50 000. On peut aussi aller chercher ce qu'on appelle une seule action en éco-PTZ. On peut aller chercher, par exemple, le changement d'une pompe à chaleur uniquement. Vous pouvez emprunter jusqu'à 15 000 € à taux zéro sur 15 ans. On peut demander pour les parois vitrées. Alors, attention, il y a une petite subtilité sur ce poste. Il faut changer au moins la moitié des ouvertures, à condition qu'elles soient aujourd'hui en simple vitrage. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas d'éco-PTZ. Donc là, c'est plafonné à 7 000. Si vous cumulez 2 actions,
Donc, vous cumulez par exemple le chauffage et l'isolation. Les deux cumulés, vous pouvez avoir jusqu'à 25 000. Si on a 3 actions, on ira jusqu'à 30 000. Et après, donc, on a ce qu'on appelle la performance globale, la rénovation globale, où là, c'est 50 000 sur 20 ans. La plupart des établissements bancaires délivrent l'éco-PTZ. Par contre, attention, comme je vous disais, la plupart du temps, la rénovation globale, ce n'est pas quelque chose qui est trop délivré par les banques parce que ça ne fait pas très longtemps que ça existe et malheureusement, tous les conseillers n'ont pas été formés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate. On a beaucoup de clients qui viennent vers nous. Ils ont été voir leur banque leur dit que ce n'est pas possible d'avoir un éco-PTZ rénovation globale. Et en fait, nous, on arrive à les accompagner sur cette partie-là et clairement, on a été au bout de tous nos dossiers. Donc comme quoi, c'est possible. Je parle rapidement du contexte de la prime rénov'. La prime rénov', comment ça fonctionne? On a 2 gros dispositifs. On a la prime rénov' qu'on va appeler par geste et la prime rénov' parcours accompagné. Il y a eu beaucoup de changements cette année et il y a beaucoup de changements qui vont intervenir en 2026. En gros, ma prime rénov' par geste, c'est vous allez demander une subvention sur un poste, par exemple un poste de chauffage. Vous allez demander une subvention pour un poste d'isolation et ma prime rénov' parcours accompagné, là, vous décidez de déposer un dossier pour une rénovation d'ampleur. Donc, les aides, elles sont conséquentes sur le parcours accompagné pour les ménages très modestes et modestes. Il y a des restrictions pour pouvoir avoir ce parcours accompagné. Vous avez l'obligation d'être accompagné par un MAR. Un MAR, ça veut dire mon accompagnateur rénov'. Donc, c'est une personne qui est habilitée pour déposer votre dossier. Donc là, c'est pareil. Au niveau des subventions, que ce soit ma prime rénov' par geste ou le parcours accompagné, vous avez l'obligation de faire intervenir des entreprises qui sont RGE. Aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de ma prime rénov' sur 3 logements dont vous êtes propriétaire. Par exemple, sur votre résidence principale et sur 2 locatifs. Attention, on a une incertitude qui est en train de se mettre en place pour les propriétaires bailleurs en 2026. Donc là, on ne va pas trop s'avancer sur ce profil parce qu'il se peut que ça soit remis en cause pour eux. Alors, rapidement, ma prime rénov' par geste, ça fonctionne comment? Vous avez le droit à un forfait. Soit c'est un forfait au mètre carré, soit c'est un forfait par poste. Alors, on va prendre l'exemple, je vais aller chercher, tac. Est-ce que j'ai la pompe à chaleur qui a été mise? Non, j'ai que mes postes d'isolation. Alors, par exemple, je vais faire une isolation des murs par l'extérieur. Je suis dans la catégorie des revenus très modestes. Je vais avoir le droit à 75 € par mètre carré de subvention. À cette subvention de ma prime rénov' par geste, vous allez pouvoir cumuler des C2E. Les C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie. Alors, pour faire rapide, qu'est-ce que c'est? En gros, on a tous les gros pollueurs, Total, EDF, soit chaque année, ils payent des pénalités à l'État parce qu'ils polluent, soit ils reversent des subventions à des personnes qui font des travaux de gain d'énergie. En plus, ça leur fait un petit peu de pub. Donc, en général, voilà, ils sont assez contents de pouvoir vous donner des C2E. Je reviens, donc, je décide de faire une isolation des murs par l'extérieur. J'ai le droit à 75 € par mètre carré en prime rénov' et j'ai plus les chiffres, mais de mémoire, c'est 25 € le mètre carré en C2E. Donc, en gros, je vais avoir 100 € de pris en charge au mètre carré sur mon isolation par l'extérieur. Attention, sur ce poste-là, on va être limité à 100 mètres carrés à isoler. Okay. J'insiste bien sur une chose qui va être importante sur 2026. Ça va faire un petit peu mal, je pense. C'est qu'en fait, le poste d'isolation va disparaître pour ma prime rénov' par geste. Donc, concrètement, si vous avez des clients qui sont en cours de projet, en cours d'acquisition, il va falloir déposer les dossiers pour le monogeste avant la fin de l'année, sinon ils risquent de se voir refuser. Ou alors, il faudra partir sur un parcours accompagné, mais sur de la rénovation globale. Vas-y, Victor. Oui, c'est que la slide n'est pas claire, c'est isolation des murs. Isolation des murs. Oui, isolation des murs, pardon. Ouais, non, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Donc, c'est isolation des murs. Il n'y aura plus d'aide en monogeste en 2026, alors qu'il y en avait depuis des années et des années. Voilà. Vas-y. En règle générale, donc ça, c'est les statistiques, pardon. En règle générale, les personnes qui vont aller chercher du monogeste sur des revenus très modestes, donc TMO, c'est très modeste,
ils vont faire en moyenne 12 800 € de travaux. Sur ça, ils vont avoir en monogeste 3 642 de prime rénov auxquels on va rajouter les C2E. Donc ensuite, je vous ai mis les montants moyens déclarés en revenus modestes et revenus intermédiaires. Concernant le parcours accompagné, alors, ça va bien évoluer. Donc là, je vous ai mis les données sur 2025. En moyenne, une personne qui était en revenu très modeste ou modeste, qui est partie sur un parcours accompagné, a fait 57 685 € de travaux hors taxes. En 2025, la subvention était à hauteur, en moyenne, de 46 000 €. Il faut s'attendre, donc on a eu une grosse diminution des aides. Pour des travaux similaires, il faut s'attendre à une moyenne de subvention qui va plutôt descendre à 28 000 pour les très modestes et 15 000 pour les intermédiaires. Aujourd'hui, les revenus supérieurs avaient le droit aussi, jusqu'à juin ou septembre, je ne sais plus, au parcours accompagné. Donc, c'est suspendu jusqu'à la fin de l'année pour les intermédiaires et les supérieurs. On s'attend à ce qu'il y ait probablement plus rien pour les supérieurs sur 2026 en parcours accompagné. Comment ça fonctionne le parcours accompagné? Concrètement, donc, vous y avez le droit si vous êtes propriétaire occupant et l'idée, c'est de vous engager à rester dans votre bien en résidence principale sur une durée de 3 ans. Si vous demandez un parcours accompagné en tant que propriétaire bailleur, vous vous engagez pendant 6 ans à mettre le bien en location pour une personne en résidence principale. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous vendez le bien avant la fin de cette période? C'est pas très grave, vous avez le droit, vous allez juste devoir rendre au prorata la subvention que vous avez touchée. Donc, comme je vous l'expliquais, vous avez l'obligation d'être accompagné par mon accompagnateur Rénov et il faudra un audit énergétique obligatoire. Donc, les accompagnateurs Rénov ne reprennent pas forcément l'audit qui a été fait lors de la vente parce que parfois, ils ont pas confiance, mais surtout, en fait, ils ont besoin d'intégrer un scénario de travaux après discussion avec le futur propriétaire sur les travaux qu'il envisage sur le bien. La prestation du MAR, elle est payante. La prestation du MAR, en règle générale, on va être sur une prestation autour de 2 400, 2 800 €, mais vous avez le droit à une prise en charge en fonction de votre revenu. On a jusqu'à 2 000 € de prise en charge pour les revenus très modestes et modestes, et cette somme, en fait, elle se rajoute au montant de la subvention que vous allez avoir. Donc, juste petite parenthèse, donc nous, on est en lien avec des MAR à l'échelle nationale. Donc, nous, tous les clients qu'on accompagne, on va les orienter vers un MAR de confiance avec qui nous, on a l'habitude de travailler, avec qui on a l'habitude de faire une passation de dossier pour être sûr que le client il va pouvoir mener à bien son projet. Donc, rapidement, sur le parcours accompagné, il faut au moins qu'on ait 2 sauts de classe énergétiques et 2 gestes d'isolation obligatoires. Et la ventilation est obligatoire si aujourd'hui elle est inexistante. Donc, bien sûr, l'obligation toujours des artisans RGE. Et il faut savoir que ces aides, elles sont cumulables avec certaines aides locales et ce qu'on appelle le loc avantage. Alors, je ne vais pas détailler parce que je vois l'heure qui passe et j'aimerais bien qu'on fasse des petites questions-réponses. Hop. Ma prime rénov, donc rapidement, les plafonds de ressources, comment ça fonctionne? C'est en fonction du nombre de personnes composant le ménage et de votre revenu fiscal de référence. Je vous mets tout de suite un exemple pour comprendre. Je suis un couple et j'ai 3 enfants. On est en CDI et on gagne 4 600 € net par mois, ce qui nous donne à peu près un revenu fiscal de référence à 49 680. Donc, je suis un couple avec 3 enfants. Nous sommes donc bien 5 au ménage et j'ai un revenu fiscal de référence qui est en dessous des 51 775. Je suis donc en revenu modeste. Qu'est-ce que ça peut donner donc si je suis en revenu modeste? Donc, j'ai le droit à 60% de prise en charge de mes travaux dans une limite de dépenses de 30 000 € si je gagne 2 classes énergétiques et de 40 000 € si je gagne 3 classes énergétiques. Donc, en gros, si je passe d'un DPE F à un DPE C, j'en ai pour 70 000 € de travaux
je vais avoir le droit à 60% de 40 000 en subvention. Bah, du coup, je vous avais fait un exemple. Donc voilà, donc je fais 60 000 euros de travaux, je suis en revenu intermédiaire. Hop. Ah oui, je l'avais modifié. En fait, je ne suis pas en revenu intermédiaire, je suis en revenu modeste. Il faut que je modifie mon visuel. J'ai le droit à 60% de 40 000. Donc, c'est plafonné. Hein. C'est-à-dire que même si vous faites 60 000 de travaux, le plafond de calcul, il restera à 40 000 et on parle toujours en montant hors taxe de devis travaux. Ma subvention va être de 24 000, ce qui veut dire que je vais avoir un reste à charge de 36 000. Pour information, ces 40 000, comment on va les financer? On peut soit les financer en prêt à taux zéro, soit en éco-prêt à taux zéro, soit on peut coupler les deux. Là, je vous montre rapidement deux projets qu'on a accompagnés. On a accompagné un projet à Massy, un couple avec 2 enfants. Donc, on avait des salaires à plus de 7 000 euros par mois. Donc, forcément, on était sur des revenus qui étaient supérieurs. On a pu aller leur chercher 50 000 euros en éco-prêt à taux zéro et ils ont eu 7 000 euros de ces 2 œuvres. À côté de ça, on a accompagné un couple en Normandie. Donc ça, c'était au mois de juillet. Un couple avec 4 enfants. On essaie sur un bien qui était F, qui, avec le scénario de travaux, doit emmener le bien en B. Et sur ce couple, on a eu 119 000 euros de prêt à taux zéro. Donc là, c'est notre record cette année en termes de montant de prêt à taux zéro. Et ils vont avoir 32 000 euros de subvention MaPrimeRénov'. Et les salaires cumulés des 2 personnes, on était à 3 600 euros par mois. Ce couple, pour ma part, j'ai été vraiment ravie de les accompagner parce que clairement, j'étais sur un foyer très moyen en termes de revenus. Pour avoir analysé les relevés de compte, clairement, il n'y a rien qui est passé à la fin du mois. Et si on n'avait pas pu mettre en place tout ce dispositif, honnêtement, aujourd'hui, ils n'auraient pas pu être propriétaires, ou en tout cas pas être propriétaires avec un habitat aussi sain que celui qu'ils vont avoir. Donc voilà. Donc voilà, donc on les a conseillés en gros, ce couple, sur le prêt, sur les assurances, sur le prêt à taux zéro, sur l'éco-prêt à taux zéro. On les a accompagnés sur la pertinence des travaux. On a mis les banques en concurrence. On a fait différents scénarios de travaux, différents scénarios pour aller chercher le maximum de subventions. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé un scénario de travaux avec eux et qu'on a déterminé les travaux, la pertinence des travaux, on les a mis en relation avec un MAR. Donc voilà, donc on a passé la main au MAR. On a donné l'ensemble du dossier de main en main au MAR. Concrètement, il n'a plus qu'à déposer le dossier pour que les clients aient leur subvention, puisque nous, en amont, on avait contrôlé la pertinence des travaux, la conformité des devis, puisqu'on en avait notamment besoin pour nos prêts à taux zéro et éco-prêts à taux zéro. Je passe rapidement, je ne détaille pas trop le plan de financement parce qu'on n'a pas le temps. Donc voilà, donc pour ce projet, on s'est servi de notre outil pour lequel on vous a fait une démo tout à l'heure, ce qui a permis vraiment à nos clients de se projeter. Pour nous, c'est important de prendre le temps sur l'accompagnement avec les clients sur nos scénarios de travaux et est-ce que c'est pertinent de faire tel poste ou tel poste et quelle est la lettre qu'on souhaite obtenir derrière, combien ça va nous coûter, ça leur permet en tout cas de se projeter ou pas sur le projet. Hop, donc là c'est pareil, hein, j'ai pas trop le temps, donc je ne vais pas vous détailler précisément ce plan de financement. En gros, sur ce projet, grâce au prêt à taux zéro, on a eu un taux moyen à 2,6. L'éco-prêt à taux zéro sur ce projet a fait gagner 17 000 euros d'intérêt à nos clients. Alors, l'équation financière pour nous de l'achat-rénovation, ça se résume comment? Ça se résume en fait qu'il est important d'optimiser donc les prêts à taux zéro. Donc, prêt à taux zéro lors de l'acquisition et éco-prêt à taux zéro. Pour nous, c'est important de maîtriser tout le dispositif MaPrimeRénov', parcours accompagné au monogeste. Ça permet aussi aux clients de se dire est-ce que l'équation financière elle est bonne ou pas. L'idée pour nous aussi, c'est de permettre aux clients de diviser leurs factures. En règle générale, lorsqu'on a fait une rénovation globale, on divise ses factures par 4. Donc, si on passe un bien de G en B, on est à peu près à 4. On insiste aussi sur une chose, c'est la valorisation du patrimoine. Donc, OK, le client, il va avoir une grosse enveloppe travaux, mais cette enveloppe travaux, en fait, va lui ouvrir des prêts à taux zéro, des éco-prêts à taux zéro. Il va avoir un bien qui, après travaux, va être A, parfois B.
et la valorisation du bien, elle n'est pas du tout la même. Le seul inconvénient qu'on peut voir parfois sur la rénovation globale, c'est la perte de surface en termes de mètres carrés lorsqu'on part sur une isolation par l'intérieur, mais après, c'est des choix individuels. Enfin, clairement, si on est sur une maison en pierre, c'est dommage d'aller faire une isolation par l'extérieur. On parle de valeur verte, donc là, je vous montre rapidement des statistiques. En fait, dites-vous que le point zéro, c'est un DPE qui est D. Et en fait, on se rend compte qu'en effet, en fonction des secteurs, lorsqu'on a une étiquette énergétique qui est F ou G, on a un prix du bien qui est complètement décoté. Donc, ça va être vraiment à mettre en avant lorsque vous allez faire visiter un bien à vos clients. Donc, déjà à vos vendeurs, de leur expliquer cette notion de valeur verte, mais aussi à vos acquéreurs en leur disant, mais en fait, il y a des solutions. Il y a des solutions de financement, il y a des solutions pour vous accompagner sur la pertinence, les scénarios de travaux et ne pas oublier qu'en fait, après travaux, on a une vraie valorisation du bien. Donc là, c'est la valeur verte pour les appartements, pour les maisons. Et la conclusion, est-ce que vous seriez prêt à acheter une passoire énergétique? Et j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus et pas seulement répondre oui ou non, et si vous pouvez aussi argumenter. On veut votre point de vue sur le chat. Et vous pouvez aussi en profiter pour poser éventuellement des questions sur l'ensemble de la formation. Vu qu'on approche la fin, on va commencer à répondre aux questions des différents participants. Alors, on a une réponse oui, en quantifiant le type de travaux. En identifiant le type de travaux. Alors, Abdel dit oui, si le prix plus frais des travaux valent au moins la valeur du bien. Alors ça, c'est une bonne remarque. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, on achète un bien, disons 150 000 euros, et il y a 80 000 euros de travaux à prévoir. La question, c'est est-ce qu'il vaudra 150 plus 80, est-ce qu'il vaudra 230 à la fin? C'est mieux, évidemment, mais il faut avoir en tête que les travaux, ils sont financés en partie par les subventions. Donc, en réalité, le coût des travaux, il n'est pas vraiment de 80 000. Et on a aussi les gens en France restent propriétaires en moyenne 7 ans. Donc, quand on fait des travaux de rénovation énergétique, on va vachement baisser la facture. Et donc, quand on économise sur sa facture tous les mois pendant 7 ans, eh ben, ça fait une grosse différence aussi. Donc, en fait, il y a plein de petits éléments à prendre en compte quand on regarde si ça vaut le coup ou pas. Et en effet, c'est mieux d'acheter avec une décote maximale pour pouvoir pour que ça vaille le coup, mais c'est pas la seule chose à regarder. Stéphano nous dit oui, j'achète moins cher, je finance une partie des travaux. Très bien. Est-il possible d'avoir un éco-prêt à taux zéro après l'achat? La réponse est oui, 100%. L'éco-prêt à taux zéro n'est pas conditionné au fait de devenir d'être en cours d'acquisition. On peut faire un éco-prêt à taux zéro à tout moment. Oui, la limite étant quand même l'étude des revenus et du taux d'endettement. Si on est à 35% de taux d'endettement, rien qu'avec ses prêts, ses charges et nouveaux prêts immobiliers, aller faire un éco-prêt à taux zéro de 50 000, c'est impossible. On peut dépasser le taux d'endettement avec l'éco-prêt à taux zéro, mais on ne peut pas faire des miracles non plus. C'est pour ça que c'est quand même important d'anticiper le coût des travaux en amont. Juste une chose qu'on n'a pas parlé, chez Achat Réno, en fait, notre politique, c'est on va emprunter la globalité des travaux. On veut vraiment que nos clients voient la subvention comme un bonus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les dispositifs changent énormément. Avant, on pouvait avoir 70% d'avance des aides. Donc, quand on était sur ce dispositif, on pouvait se dire, OK, c'est pas très grave si on n'emprunte pas la globalité des travaux. Aujourd'hui, c'est très clair. On emprunte la globalité à travers des prêts à taux zéro, des éco-prêts à taux zéro. Les clients touchent leur subvention dans un second temps. Déjà, les artisans, ils sont payés parce que c'est pas à eux d'attendre que vous ayez terminé vos travaux. Et puis surtout, on est sûr de ne pas mettre le client en difficulté si jamais, au niveau du gouvernement, il y a des choses qui changent et que le montant qu'on a prévu avec eux initialement n'est pas le montant qui touche. Alors, jusqu'à présent, tous les dossiers qu'on a accompagnés, à partir du moment où ils ont eu un montant d'accord au début du projet, lors du paiement, on est bien sur les mêmes montants. Mais on sait que le process est long et l'idée, c'est pas du tout de mettre les gens en difficulté, c'est vraiment de les accompagner et c'est bonus.
Et c'est un beau bonus pour certains. On va pouvoir conclure donc la présentation et après il y aura éventuellement d'autres questions. Je reprends le slide. On a un petit, disons, un petit cadeau, une petite proposition à la fin, donc je vous invite à jusqu'au bout. Et on va pouvoir du coup conclure. Déjà, un grand merci à tous d'avoir été présents. Cette formation, donc, elle était importante pour nous de vous la faire parce que on considère que vous êtes potentiellement demain mieux équipés pour pouvoir, merci pour les applaudissements, vous êtes mieux équipés pour pouvoir accompagner vos clients. Le sujet de la rénovation, c'est un sujet qui est assez technique. Imaginez-vous, c'est assez technique, mais en réalité, pour vos clients que vous accompagnez, ça l'est encore plus parce que eux, c'est pas leur quotidien, vous, c'est votre quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur cette formation, on vous enverra le support, on vous enverra l'enregistrement. N'hésitez surtout pas à nous solliciter. Mais voilà, le but, notre conviction, c'est que la rénovation énergétique, c'est une opportunité et non pas une contrainte. Donc j'espère qu'on vous a un petit peu convaincu là-dessus. Pour revenir rapidement donc sur quelques chiffres, à Charano, donc en effet, nous, ce qu'on arrive à obtenir pour les clients qu'on accompagne, c'est 86 000 euros de prêt à taux zéro. Donc ça, vous imaginez que ça fait une énorme économie en coût de crédit et ça permet de réaliser des projets qui ne seraient pas réalisables sans ça. Et on arrive à obtenir des subventions. Donc, dans votre tête, dites-vous, voilà, si j'ai un projet avec des travaux, Acharano sera en mesure de accompagner les acquéreurs sur un financement qui est à peu près imbattable. Ça, on en est convaincu parce que la plupart des conseillers bancaires ou des courtiers traditionnels, disons, maîtrisent assez mal ces sujets-là. Concrètement, notre service, nous, pour les acquéreurs, à quoi ça ressemble? Nous, en fait, on va pouvoir intervenir potentiellement dès la recherche. Donc ça, c'est peut-être moins pertinent pour vous parce que vous êtes face à des acquéreurs qui sont forcément à l'échelle d'une visite. Mais une fois qu'ils ont fait une visite, nous, on va pouvoir faire un premier rendez-vous avec eux, un rendez-vous qui est gratuit. Et ce rendez-vous, c'est un rendez-vous de 45 minutes dans lequel on va analyser les travaux qui sont nécessaires sur le bien, en se basant sur le DPE, en se basant sur l'audit et en se basant sur notre outil. Et on va faire une analyse du plan de financement pour cette acquisition. Donc là, l'idée, c'est quelle est la situation financière du ménage et parmi tous les leviers qu'a présenté Sabrina, quels sont ceux qu'on va pouvoir activer et quel est le financement le plus optimal qu'on va pouvoir leur proposer. Ça, on fait ça, donc comme j'ai dit, un rendez-vous gratuit. On en profite également pour présenter notre accompagnement, leur expliquer comment ça va se passer avec nous. Donc nous, on fait comme des courtiers, donc on facture des honoraires de courtage à la projet et on les accompagne jusqu'à la signature définitive chez le notaire. Concrètement, les étapes d'accompagnement après, donc c'est le montage du dossier. Donc nous, on constitue toutes les pièces et on construit le dossier de financement qu'on va présenter à plusieurs banques. En général, on mobilise 3 banques qu'on va mettre en concurrence pour obtenir les meilleures propositions. On sait par exemple les banques qui sont capables de booster le prêt à taux zéro et celles qui ne le font pas. Et derrière, on va pouvoir présenter aux acquéreurs les meilleures propositions et l'accompagner derrière jusqu'à la signature de la demande, la signature de l'offre de prêt et la signature définitive chez le notaire. Et donc nous, nos honoraires qui sont de l'ordre de 3 500 euros, ils ne sont facturés qu'au succès. Donc si les acquéreurs obtiennent leur prêt avec nous, et ils sont facturés, donc ils sont inclus dans le financement, donc ils sont facturés, c'est financé par le prêt bancaire. Ces honoraires, je ne sais pas comment ils se situent par rapport aux courtiers avec lesquels vous travaillez peut-être déjà. Souvent, on va facturer des honoraires qui sont légèrement supérieurs aux courtiers traditionnels. La réponse est tout simplement qu'on va faire un travail qui est beaucoup plus complet sur notamment la partie rénovation, parce qu'on accompagne, on conseille sur les travaux et on vient accompagner sur l'ensemble des financements. Donc, ce qui nous prend pas mal de temps, on a des dossiers qui sont potentiellement plus chronophages que des dossiers, on va dire, sans travaux. Et je rajouterais aussi, Alban, les outils qu'on a créés en interne. Voilà, ça a de la valeur. Et les outils on investit pas mal de temps et d'argent pour développer des outils toujours plus complets pour pouvoir accompagner au mieux. Les projets, on en a accompagné partout en France. On a la chance d'avoir des partenaires bancaires à l'échelle nationale. Donc, même en Corse, on accompagne des projets en Corse. Il n'y a pas de souci. On peut accompagner des projets sur l'ensemble du territoire. Et donc, on va aller chercher donc les prêts immobiliers, les prêts à taux zéro. On va constituer le dossier pour que les subventions soient les plus intéressantes possibles. Donc, voilà un peu notre accompagnement. On a des clients qui sont très satisfaits. Donc, évidemment, on a des clients souvent qui arrivent vers nous qui sont vraiment perdus, qui ne savent pas
à quoi ils ont le droit, quels vont être les travaux à faire. On imagine qu'un projet immobilier, c'est déjà un moment très stressant et très nouveau pour beaucoup. Quand en plus on achète une passoire thermique, eh ben, ça rajoute du stress, ça rajoute de l'incertitude. Et donc, à la fin, vous pouvez regarder un peu les notes, mais on a des clients qui sont très contents d'avoir pu mener leur projet à bien et d'avoir pu obtenir voilà, les subventions qui peuvent paraître parfois un peu obscures. Euh, Ça, c'est la slide un peu la plus importante là, sur cette dernière conclusion que j'aimerais que vous reteniez. Donc, cette formation, on vous l'a délivrée gratuitement et l'idée, c'est de vous aider à être plus à l'aise. Nous, ce qu'on vous demande demain, c'est de tout simplement de nous faire confiance. Si vous avez des acquéreurs donc, qui sont intéressés par un bien qui est classé EFG, ça peut aussi être un bien classé D, hein, ça peut aussi être un bien sans DPE. Voilà, c'est pas une règle stricte, hein, mais l'idée, c'est quand c'est un bien avec des travaux, il va y avoir cette question de quels travaux faire et de comment on les finance. Et nous, notre conviction, c'est qu'on peut être votre bon interlocuteur là-dessus. On peut être votre partenaire que vous mettez en avant pour pouvoir fluidifier ces transactions. Et donc concrètement, n'hésitez pas à nous présenter comme votre courtier partenaire expert de cette partie rénovation. Et nous, on réalise un premier rendez-vous gratuit. Donc ce rendez-vous n'est pas engageant. L'idée, c'est on prend 45 minutes avec le client, on analyse sa situation, on lui présente notre accompagnement. Et ensuite, c'est à l'acquéreur de décider, évidemment, si le projet avance, s'il le souhaite, de faire appel à nous pour l'obtention de son prêt et de son financement. Nous, notre conviction, c'est que cet accompagnement, il va vous permettre de fluidifier vos ventes et de réduire le temps. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vendre une passoire thermique, c'est potentiellement plus compliqué, plus long pour vous. Donc, notre conviction, c'est que ensemble, on va pouvoir avoir plus d'offres et avoir plus de projets qui aboutissent, moins de refus bancaires, plus de projets qui vont jusqu'au bout. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous faire confiance là-dessus parce que l'idée, c'est que c'est un intérêt pour vous demain de tout simplement aller au bout de vos projets. Et puisque c'est assez classique dans le secteur, on a voulu tout de même proposer une rétribution financière. Donc, on vous propose une commission d'apporteur d'affaires de l'ordre de 300 euros, qui est au succès, c'est-à-dire quand on arrive à accompagner un client grâce à vous, eh ben, on est ravi de vous proposer cette commission pour vous remercier de l'apport d'affaires et de travailler ensemble. Mais voilà, l'idée, c'est que ce soit quelque chose de gagnant-gagnant. Cette commission, elle est là pour avoir la petite cerise en plus sur le gâteau, mais on est ravi de travailler un peu main dans la main et de se rendre service mutuellement. Si vous devez garder une chose après cette formation, c'est vraiment le lien achareno.fr/pro. Donc celui-là, vraiment en bas, donc juste ici sur Chrome, n'hésitez surtout pas à le mettre en favori. Vous savez sûrement comment le faire. Vous cliquez sur la petite étoile juste ici, une fois que vous avez dans le navigateur. Et sinon, sur iOS, donc sur un iPhone ou sur un Android, vous cliquez sur le navigateur, vous mettez achareno.fr/pro. Et vous cliquez sur le petit icône partager ici ou sur le petit icône sur Android et vous pouvez ajouter à l'écran d'accueil. Et en fait, ça vous créera presque une application sur votre téléphone et vous aurez tout le temps accès à cette application. Et qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus? Vous pouvez, avoir accès à notre simulateur de travaux. 2, avoir accès à notre simulateur de financement. 3, avoir nos coordonnées sur WhatsApp. Donc, vous nous envoyez un message quand vous voulez pour toutes vos questions. Et la dernière chose, c'est nous envoyer un client qui pourrait être intéressé. Donc nous, on s'engage à être très réactif une fois que vous nous envoyez un client, de vous envoyer des news sur le suivi du dossier pour que vous puissiez savoir où ça en est. Et donc, c'est comme ça qu'on assure le suivi. Le simulateur de financement, on n'en a pas trop parlé, mais le voici. Donc l'idée, c'est que on rentre les données d'un projet et ça nous fait un plan de financement optimisé. Donc ça, c'est notre ami Victor qui l'a développé. Il a pris beaucoup de temps, mais il est assez complet et assez unique, hein. On est les seuls à avoir proposé ce simulateur en intégrant toutes les subventions et tous les prêts. Et voilà, je crois que j'arrive à ma dernière slide. Donc ça, c'est plutôt moi, Alban Gavert, je suis le monsieur marketing de l'équipe. Donc, dans les métiers de l'immobilier, on fait pas mal de communication sur les réseaux. Si vous voulez vous inspirer ou suivre l'actualité, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, c'est achareno, sans l'accent, sur le Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Facebook. Honnêtement, prenez une minute pour nous suivre sur le réseau
que vous préférez. Chaque fois qu'il y a une actualité sur le sujet de la réno ou du financement, je publie une vidéo. Et plus généralement, ça vous permettra d'avoir une sorte de piqûre de rappel de ce qu'on explique pour pouvoir être mieux à même d'accompagner vos clients. Donc, Achat Réno sur les réseaux, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà aussi nos coordonnées. N'hésitez pas à prendre une photo ou un screenshot, nos coordonnées directement, donc les fondateurs, ainsi que Morgane, qui nous a rejoint récemment. Dernière chose avant de conclure, si vous êtes dans un réseau immobilier et que vous avez trouvé la formation qu'on a faite intéressante et pertinente pour vos confrères ou consoeurs, n'hésitez pas à nous mettre en relation avec votre responsable formation ou avec votre réseau. Si vous êtes chez IAD, par exemple, et que vous avez un réseau de 5, 6, 10, 12, 20, 50 agents immobiliers, et ben, on peut faire une formation, on va dire, exclusive auprès de votre réseau, que ce soit en physique ou en distanciel. Donc, prenez contact avec nous et on sera ravis d'organiser ça. Voilà, je vous propose, parce que en tant que responsable réseaux sociaux, c'est mon rôle ici, ceux qui sont motivés, avant de faire les dernières questions-réponses, ceux qui sont motivés d'allumer votre caméra, et je vais prendre un petit screenshot de l'audience pour partager sur les réseaux et faire parler un peu de notre formation. Donc ceux qui sont prêts à montrer leur tête, n'hésitez pas à allumer votre caméra.